Mongo Betty, le rebelle. Chapitre 5. Un visage exemplaire de la création littéraire persécutée, l'écrivain francophone d'Afrique noire. Mesdames, Messieurs, encore que le sujet ne soit pas précisément académique, et qu'il soit même de nature à provoquer quelques incidents diplomatiques, vous ne serez certainement pas surpris de m'entendre évoquer un phénomène à la fois insolite et cependant constant à travers l'histoire. C'est celui représenté par la situation de peuples en général faibles et démunis, décolonisés, plus ou moins réellement, au sein desquels apparaissent des écrivains obligés, pour des raisons diverses, qu'il n'y ait pas lieu d'exposer ici, mais toujours indépendantes de leur volonté, de continuer à créer dans la langue de l'ancien colonisateur, devenu associé, protecteur, mais conservant jalousement tous les privilèges de la domination. C'est un phénomène important à notre époque, puisqu'il concerne par exemple les Indiens, dont, autant que je sache, les poètes, les romanciers et les essayistes continuent à s'exprimer en anglais, bien que l'Inde, depuis plusieurs décennies, ne soit plus une colonie anglaise. Les Arabes et les Berbères du Maghreb aussi, autre exemple, s'enorgueillissent de grands créateurs qui se trouvent dans une position similaire à l'égard du français. Pourtant, dans l'opinion internationale, à laquelle les grandes puissances imposent facilement leurs mythes et leurs fantasmes, ce phénomène semble surtout concerner les peuples du continent noir, et particulièrement les peuples africains hier colonisés par la France, aujourd'hui théoriquement décolonisés. Non seulement les écrivains représentatifs de ces peuples produisent aujourd'hui une littérature quasi exclusivement de langue française, mais ils se trouvent enserrés dans le carcan d'un système inconnu partout ailleurs, à la fois linguistique, culturel, économique et politique, auquel un homme que vous connaissez bien n'a pas hésité à lier sa réputation, un poète célèbre, un chef d'État de surcroît, vous savez bien, celui-là même qui prête ses bases militaires aux jaguars, allant mitrailler les patriotes sahraouis, tchadiens et zaïrois, et dont les actes ne vont jamais, je l'affirme, dans le sens des intérêts des populations africaines. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que je suis en train de parler de la francophonie. Idéologie de plusieurs pouvoirs associés et en définitive d'un unique pouvoir, celui du capitalisme nationaliste français, la francophonie a sécrété et sécrète une rhétorique enthousiaste, des rites plus triomphalistes les uns que les autres, des institutions spectaculaires. Vous en avez sans doute entendu parler comme source miraculeuse où viennent communier des peuples de toutes les races. C'est là, en tout cas, le lieu commun obligé de maints discours d'apparat en France et surtout en Afrique francophile. Je vais évoquer le phénomène, et ce sera d'ailleurs là sans doute votre seul étonnement. Sous un jour plutôt sombre, je n'ose dire noir. Dans l'arc-en-ciel des systèmes ayant pour effet direct ou indirect d'asservir les créateurs, la francophonie offre la double originalité d'être à la fois mal connue et cependant exemplaire en ce sens que le créateur indépendant, l'écrivain dissident, y subit une persécution sans doute spécifique dans la forme, mais finalement classique dans sa nature. Loin d'être un creuset fraternel des cultures, la francophonie pêche en ce qu'elle s'appuie sur le fait accompli de la prééminence d'une culture sur la sacralisation arbitraire d'une échelle des valeurs, ayant pour axe unique une idéologie dominante, celle de la classe détenant le vrai pouvoir. Je laisse de côté la symbolique tyrannique véhiculée nécessairement par une langue, reflet ici d'une histoire nationale indissociable de l'esclavage et de l'oppression des Noirs. Il y aurait pourtant beaucoup à dire à ce sujet, ne serait-ce que l'amère surprise de l'intellectuel africain découvrant que le mot noir symbolise en français la turpitude, l'impureté, le deuil, la barbarie. Mais là, nous débordons sur les problèmes de l'aliénation, de l'atteinte à l'intégrité de l'identité, en somme sur un problème de psychologie et de morale. Je veux parler de quelque chose de plus matériel, de physique en somme. Je veux parler de la répression insidieuse de la violence, souvent voilée, que subit l'écrivain réfractaire de l'incapacité
où il peut être délibérément placé de faire entendre son cri de révolte, son imprécation, son refus, son aspiration originale et authentique. En apparence, la démarche de la France est d'une générosité au-dessus de tout soupçon. Cette grande nation libérale capitaliste européenne dit tantôt explicitement, tantôt implicitement aux peuples africains, qui lui sont toujours assujettis, « À quoi bon des maisons d'édition qui vous appartiennent en propre ? Quel gaspillage, quand il existe déjà à Paris de grandes maisons d'édition francophones telles Gallimard, Nathan, Le Seuil, Lafon. À quoi bon de grandes publications qui vous appartiennent en propre ? Quel gaspillage alors qu'il existe déjà à Paris de grands journaux humanistes et universels tels Le Monde, Le Figaro, L'Express, Le Nouvel Observateur, que nous ne demandons pas mieux que de partager avec vous. À quoi bon des producteurs de radio et de télévision qui soient des Africains authentiques ? Quel gaspillage quand il suffirait que ceux de Paris confectionnent des émissions que vous n'auriez plus qu'à programmer dans vos pays respectifs ? À quoi bon de grandes universités qui vous appartiennent en propre, etc. Et les dirigeants des républiques africaines francophones d'acquiescer, eux, qui se sont toujours montrés empressés à complaire à leurs tuteurs français. Or, si le complexe idéologico-culturel de la francophonie, expression de la prééminence de la culture française, pouvait être comparé à une ville étrangère, la nuit, à la fois énigmatique et constellée de signaux lumineux, de panneaux d'indicateurs, d'inscriptions comminatoires qui canalisent la circulation automobile vers les sens uniques, les sens giratoires, les tunnels, les voies de garage, toute direction fixée d'avance, connue des autochtones, mais où ne peut manquer de s'égarer le voyageur halogène, le poète négro-africain, le romancier négro-africain, l'essayiste négro-africain, représenterait justement ce voyageur venu d'ailleurs, condamné à se faire broyer dans les contraintes mystérieuses et labyrinthiques d'une ville hostile. Comment les institutions prépondérantes de la francophonie, c'est-à-dire les académies françaises, les publications françaises, les universités françaises, les grandes maisons d'édition françaises, toutes liées à l'histoire de la France et donc à l'esclavage et à l'oppression des Noirs, pourraient-elles s'interdire de persécuter un écrivain noir qui les défie ? Car la charte de l'ONU ne fait pas encore un devoir à chaque nation sous-développée d'avoir des publications uniquement dirigées par ses nationaux, des maisons d'édition uniquement gérées par ses nationaux. L'écrivain noir ne collabore donc à aucune grande publication francophone, mais il doit en subir les critiques. Il n'est professeur dans aucune grande université francophone, mais il doit ou a dû en subir l'enseignement. Loin de sa machine à écrire, il est presque toujours objet, à peu près jamais sujet. La forme la plus révoltante de cette oppression, qui bien entendu ne dit pas son nom, c'est la récupération d'un auteur, de son vivant, et contre sa volonté. Le processus en serait assez pittoresque et même plaisant s'il ne s'agissait d'intérêts vitaux de peuples déshérités. Examinons par exemple le cas des romanciers négro-africains de la francophonie. Nos œuvres sont livrées à la dictature exclusive des critiques, commentateurs, exégètes, chroniqueurs non-africains de la francophonie. Même si la bonne foi de ces derniers était totale, comment pourrait-il s'empêcher d'attirer nos œuvres inconsciemment dans le sens obligatoire, les tunnels, les impasses, les voies de garage que la culture française a installées dans leur conscience et où nous autres, nous ne pouvons être acculés que pour y être dénaturés. Ainsi, au début, c'est-à-dire au cours des années 50, les chroniques non-africains de la francophonie s'ingénièrent à dénoncer dans mes romans, il est vrai très engagés, la haine prétendue viscérale de l'homme blanc. C'était sans doute là une position indéfendable. À ce compte, il leur aurait fallu dénoncer chez bien des romanciers juifs la haine viscérale de l'allemand. Alors, ils rectifièrent leur tir et depuis les indépendances de l'Afrique, ils préfèrent choisir dans mes œuvres, dont l'engagement contre l'oppression ne s'est pas démenti, les thèmes les plus rassurants pour le pouvoir. L'amour maternel, le désarroi de l'adolescence, la nostalgie du terroir, etc. En somme,
ils s'acharnèrent à évacuer ma protestation politique, thème constant, obsédant, permanent de ma création. J'ai appris que tel docte professeur faisait à propos de mes romans des cours très savants dans lesquels, niant péremptoirement mon engagement politique, pourtant évident, il privilégiait une prétendue filiation de mon inspiration avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Je vous laisse imaginer quelle mystification peut dissimuler un tel formalisme. Autrement dit, après avoir tenté de me combattre, on s'est avisé qu'il était préférable de me récupérer. Mais il y a là violence et répression, puisque de telles entreprises ne peuvent réussir que dans la mesure où l'auteur est impuissant à désavouer les critiques omnipotents opérant par les médias et les mandarins intouchables de l'université. En ce qui me concerne, par exemple, jamais je n'ai été invité, depuis 20 ans, à aucun débat, à aucune table ronde, sur la littérature négro-africaine de la francophonie, par aucune télévision francophone, ni par aucune radio francophone, sauf la radio suisse romande à Genève, qui m'a donné 1 heure en 1975 pour m'exprimer. Ni par aucune grande publication, ni par aucune autre institution. Mis en quarantaine, je ne peux donc contribuer à l'éclairage de mes propres œuvres. En somme, je suis spolié de ma propre création. Des traditions d'interprétation et d'exégèse s'installent donc, reprises d'année en année par des critiques complaisants, des étudiants uniquement préoccupés de l'acquisition d'un diplôme ou de jeunes assistants qui, pour rien au monde, ne se hasarderaient à contredire leur patron. Mais très vite, on s'aperçoit, en haut lieu, que la sauvegarde de cette routine lénifiante exige que l'auteur soit réduit peu à peu à un silence total, qu'il soit de plus en plus marginalisé, sous peine de démenti et à la limite qu'il soit mis dans l'impossibilité de publier. En somme, qu'il soit éventuellement interdit. C'est ce qui m'est arrivé avec Main basse sur le Cameroun, ouvrage pourtant édité par un petit éditeur non africain, mais réfractaire lui-même dans un système à qui des principes pluralistes affichés interdisent un contrôle totalitaire de la dissidence. De l'interdiction de s'exprimer ou bannissement physique, il n'y a pas très loin. Et c'est ainsi que je me suis trouvé à 2 doigts d'être expulsé de la France, où je vis faute de pouvoir vivre dans mon pays, et c'est seulement à mon syndicat que je dois d'avoir échappé à cette extrémité. Pour terminer cette description d'ailleurs trop brève, volontairement succincte, de mécanismes de répression avec lesquels vous êtes trop peu familiarisés, mais dont la singularité exotique recouvre en réalité une volonté classique de réprimer des créateurs, je dois attirer votre attention sur la situation d'une extrême gravité à laquelle nous sommes tous conduits les uns et les autres. Je veux dire vous comme nous. En effet, nous nous retrouvons, vous et nous, face au phénomène de division des tâches tel qu'on peut l'observer dans d'autres domaines. D'autre part, les Africains de la francophonie créent une véritable matière première, car, au moins en poésie et dans la fiction, personne ne peut vraiment empêcher un peuple de créer. Mais d'autre part, des critiques, des commentateurs, des professeurs non-africains de la francophonie se réservent l'exorbitant privilège de transformer cette production en produit de consommation. Devenu brusquement méconnaissable pour le producteur africain lui-même, de même qu'il n'y a rien de plus méconnaissable qu'une tablette de chocolat fabriquée dans une usine de Hambourg ou de Marseille pour le paysan africain qui cultive le cacao. Ainsi, de même que le labeur du petit paysan africain finit par se retourner contre lui et par servir à son exploitation, de même notre littérature est récupérée au profit d'un ordre colonialiste et oppresseur que nous récusons. Nous reproduisons ainsi, malgré nous, dans le système de la francophonie, un système fondamental, un antagonisme politique qu'il est impossible d'éluder. Quel rapport a tout ceci avec le thème que ce congrès a proposé à notre méditation? La littérature comme déguisement. J'ai voulu dire ceci. J'ai l'impression, en ce qui me concerne, que les problèmes soulevés par le conflit du créateur et d'un pouvoir oppresseur, quel qu'il soit, ne sauraient se réduire au simple fait littéraire.
Je veux dire à la seule problématique de choix se référant à la forme. De nos jours, il n'y a plus de pouvoir assez naïf pour ignorer qu'aucune littérature n'est vraiment innocente, n'utilisa-t-elle que des symboles, des mythes, des paraboles ou toute autre forme allusive. Bien sûr, une dictature prétorienne, frustre et brutale, interdira purement et simplement l'entrée des œuvres de Kafka sur son territoire. Mais combien de gouvernements soi-disant démocratiques et libéraux peuvent-ils se vanter honnêtement d'encourager l'étude de Kafka par leurs étudiants et leurs collégiens? Existe-t-il vraiment des pays de démocratie totale où les écrivains réfractaires auraient toute liberté de créer et ne rencontreraient aucun obstacle, aucune espèce de persécution? N'est-il pas dans la logique naturelle d'un ordre social de persécuter plus ou moins insidieusement, comme nous l'apprennent les démêlés récents de Heinrich Böll avec le gouvernement de son pays, tout créateur qui lui semble menacer les intérêts cruciaux dont il est le garant? Arrêter un écrivain pour l'envoyer dans un hôpital psychiatrique, ou bien réduire peu à peu un créateur à la misère en l'empêchant de se faire connaître du grand public et lui interdisant l'accès des médias, n'est-ce pas en définitive la même chose? Quand de vieux et respectables professeurs, abusant de leur toute-puissance mandarinale, se concertent pour détourner les étudiants d'étudier mon œuvre, ou celle d'un autre écrivain africain francophone en vue d'une maîtrise ou d'un doctorat, que font-ils sinon participer, en tant qu'organe du pouvoir bourgeois capitaliste, à la persécution de créateurs dissidents? Je pense donc que le recours aux mythes, aux symboles et aux formes allusives de la dénonciation d'un ordre ou de son appropriation ne saurait suffire à garantir l'écrivain contre la persécution ou l'approbation du pouvoir. S'il existe une chance pour la littérature nègre de la francophonie de décourager la persécution du pouvoir, c'est à mon humble avis dans la mesure où elle se refuse à masquer la dimension proprement politique de son essence, puisque l'on ne saurait imaginer une littérature qui ne soit pas politique, c'est-à-dire une littérature qui en définitive n'inquiète pas ou ne conforte pas le pouvoir gagnant garant d'un ordre social. Cela signifie selon moi qu'il est impératif que l'écrivain manifeste, en dehors même de la littérature proprement dite, et au besoin, scandaleusement et avec fracas, sinon avec exhibitionnisme, son appartenance à l'un des deux camps en présence, celui des dominants ou celui des dominés. Les écrivains conservateurs l'ont d'ailleurs fort bien compris. Eux qui peuplent les académies, les universités, les publications riches et puissantes, et jusqu'au ministère de leurs États respectifs. Quant aux écrivains opposés au pouvoir, l'actualité la plus récente nous a prouvé abondamment que c'est quand ils osent enfin déborder la littérature et sortir de leur tour d'ivoire qu'ils réussissent à intimider le pouvoir, quel qu'il soit, capitaliste, socialiste. En l'enfermant dans l'engrenage, aux soubresauts aléatoires de la dynamique d'un rapport de force. En tout cas, là est la seule chance pour les écrivains africains de la francophonie de déjouer le piège diabolique de la marginalisation et de la récupération. Un poème sur les camps de concentration, dans lesquels le néocolonialisme extermine les forces vives de nos peuples, c'est sans doute très beau. Mais une protestation contre le système inhumain et avilissant des mascarades de souveraineté imposées au peuple de l'Afrique, hier colonisé par la France, et cela devant un aéropage de talents littéraires de la planète, voilà qui, à mon avis, a encore plus d'effet. Un roman ou un film traitant de la cruelle condition des travailleurs africains immigrés en France, exposés constamment aux arrestations et aux emprisonnements arbitraires, voilà qui certes peut être beau. Mais participer concrètement de quelque façon à la longue grève des travailleurs immigrés, parqués comme du bétail dans le ghetto de leur foyer réservé, sans hygiène, dans la promiscuité et la frustration sociale et sexuelle, n'est-ce pas le complément naturel du roman qu'on vient d'écrire ou du film qu'on vient de réaliser? Car, s'il est vrai qu'un critique habile, un commentateur machiavélique peuvent toujours récupérer un roman, un poème et même les images d'un film, personne ne peut déformer la longue succession d'actes d'une vie publique, connue d'un chacun, publiée partout.
Dans le système que subissent actuellement les écrivains noirs soumis à la francophonie, il me semble évident que la création littéraire manquerait à sa véritable mission si elle se contentait d'être une activité purement contemplative. La distinction entre l'artiste et l'homme, le militant et l'écrivain, cesse nécessairement d'avoir cours. Pour l'écrivain négro-africain de la francophonie, la seule chance d'échapper à la persécution, et surtout à sa forme la plus sournoise qui est la récupération et la marginalisation, c'est d'être, en même temps qu'un créateur, un partisan. C'est là en tout cas la leçon de ma propre expérience.